Bonjour tout le monde, je m'en viens vous parler de pratiques pédagogiques innovantes, stimulantes. Et aujourd'hui, on va parler d'un examen que j'ai donné à mes étudiants qui change la façon d'envisager l'évaluation comme étant seulement un processus certificatif. Alors, au tout début de mon enseignement, je donnais des examens qui étaient des examens terminaux, qui étaient exactement comme ceux de la plupart des enseignants débutants, c'est-à-dire que ça ciblait des niveaux taxonomiques vraiment très bas, très faibles, du genre organisation, compréhension, application. Mais c'était très rare qu'on se rendait à des niveaux comme l'analyse, la synthèse, la discrimination. Puis je gagerais que c'est pas mal ça que la majorité des profs aimeraient réussir à atteindre avec leurs étudiants. Alors, pour améliorer mes examens, j'ai commencé à utiliser la méthode des cas. Et la méthode des cas me permettait ceci, que je pouvais évaluer autant le discours de mes étudiants, c'est-à-dire le propos, le processus, et ça me permettait aussi d'évaluer un certain produit à la fin. La première fois que j'ai utilisé la méthode des cas à l'examen, je me suis planté royalement. J'ai eu une moyenne de 27 % à l'examen. Je n'avais pas du tout préparé mes étudiants à ce type d'examen-là. Alors, la session suivante, je me suis organisé différemment et pendant la session, j'ai fait faire des pratiques d'examen utilisant la méthode des cas à mes étudiants. Alors, ça les a familiarisés avec le processus de l'examen lui-même et une fois arrivé à l'examen, ça s'est beaucoup mieux passé. Cependant, pour ceux qui connaissent la méthode des cas, vous savez qu'il y a 3 parties à la méthode des cas. Il y a une partie qui est individuelle, où les étudiants qui sont saisis d'un cas particulier doivent réfléchir à ce cas-là, l'analyser, aller en extraire les éléments importants et essayer de les mettre en lien les uns avec les autres dans le but de synthétiser une solution X à un problème qui leur a été soumis. Une fois que cette partie individuelle-là est faite, on les met en équipe. Moi, personnellement, dans mon cours, je les mets en équipe de 4, mais c'est possible dans différents contextes de les mettre en plus petites équipes ou en plus grandes équipes. J'ai trouvé que 4, ça fonctionnait vraiment très bien dans le cadre de mes cours à moi. Donc, pendant la deuxième partie, on les met en équipe de 4 et là, ils refont le même processus, c'est-à-dire qu'ils se remettent à analyser le même cas que je leur ai soumis, mais là, avec chacun leur éclairage personnel. Et comme le dit une de mes collègues, c'est dans le choc des idées que jaillit la lumière. C'est la base aussi du socio-constructivisme, c'est-à-dire que chacun de leur côté apporte leur perspective aux solutions qu'eux ont trouvées et ensemble, ils réussissent à se négocier une solution qui va être une solution commune, qui va faire consensus entre les membres de l'équipe. Et on termine ça avec une troisième partie qui est une plénière où là, toutes les équipes et moi, à l'avant, au tableau, on fait une discussion entre les équipes et on détermine qui a trouvé quoi comme solution aux différentes problématiques que le cas proposait. Alors, à ce moment-là, on permet à toutes les équipes d'exprimer le consensus auquel ils sont venus, mais aussi de confronter leurs solutions avec celles des autres équipes. Et moi, je me trouve à faire un peu, pas l'arbitre, là, mais j'anime la discussion. Et à la toute fin, c'est aussi moi qui a
l'espèce de savoir de l'expert et qui peut déterminer, oui, telle solution a tel bon côté, mais elle a aussi des risques qu'il faudrait prendre en considération avant de la mettre en application. Et donc, je donne la réponse finale au cas, mais c'est clair qu'il y a toujours plusieurs réponses aux différents cas qui sont soumis et on pourrait s'en aller d'un côté ou d'un autre, mais en prenant en considération des informations contextuelles X, Y et Z. Alors ça se fait très bien pendant le cadre de la session et je présente un cas. Ils ont 45 minutes pour le faire individuellement. Je leur donne un autre 30 minutes pour le faire en équipe. Puis après ça, on fait un 30 minutes de plénière. C'est génial. Quand on arrive à l'examen, c'est un petit peu plus complexe. Et au début, je ne donnais que la partie individuelle. Donc, je présentais le cas, puis ils faisaient leur réflexion individuelle, puis le résultat de leur réflexion, c'était ce que je corrigeais et ça consistait la note finale de l'examen. Cependant, il y a un de mes étudiants qui me dit c'est plate qu'on ne puisse pas faire ça à l'examen. Alors, c'est exactement le genre de défi que j'adore. Ça, puis t'es pas game. Alors, je me suis mis à réfléchir à la patente, puis je me suis dit, peut-être qu'on peut organiser ça, puis le mettre en application à l'examen. Alors, j'ai suggéré le fonctionnement suivant à mes étudiants. On va faire l'examen exactement comme on fait les pratiques. Et donc, on va avoir les trois parties, la partie individuelle, la partie en équipe et la partie plénière. Ouais, mais là, ça va-tu compter? Puis, vous avez des étudiants, vous autres aussi. Donc, il a fallu que je gère ça aussi. Alors, j'en suis venu à dire que la partie individuelle que la PIEA exige qu'on évalue compterait pour 20 % et la partie en équipe, je lui ai donné une pondération de 5 %. Ça fait qu'il y a quand même une certaine importance qui est accordée à la partie en équipe, mais évidemment, ce n'est pas aussi important que la partie individuelle. Et ça a très bien passé auprès de mes étudiants. Et par la suite, on fait la plénière, la troisième partie, pour compléter le processus. Donc, le processus pédagogique est complété jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une évaluation, c'est aussi une occasion d'apprendre. Donc, je ne suis pas juste en train de certifier qu'ils ont appris tout par cœur les contenus que je leur ai donnés pendant la session, mais ils me prouvent qu'ils sont capables d'appliquer ça dans une résolution de cas avec des contextes professionnels. Donc, j'évalue leurs propos et j'évalue leur processus. Et ça me permet aussi à la fin d'évaluer le produit qu'ils vont me remettre. Alors, une des surprises intéressantes qui est sortie de ce processus-là, vous savez ce que font vos étudiants quand ils ont terminé l'examen? Ils s'en vont au café étudiant, puis ils attendent qu'un autre étudiant sorte du cours pour dire « Hey, t'as répondu quoi au numéro 2, toi? » « Ah, moi, j'ai répondu ça. » Puis au fur et à mesure que les étudiants sortent de l'examen, bien là, ils sont soit déprimés ou tout à fait heureux et extasiés qui ont répondu la même chose que les trois autres qui sont sortis en même temps que ça. Ce n'est pas particulièrement efficace comme méthode de validation de la qualité de notre réflexion. Et comme je vous dis, ce qui a été la plus belle surprise de cette affaire-là, c'est que pendant la partie plénière, bien, comme on a la discussion entre toutes les équipes et avec l'expert de contenu qui est en avant, quand ils sortent de la plénière, ils ont déjà les réponses à l'examen. Et ils ne se posent pas la question « j'ai-tu bien fait, j'ai-tu mal fait ?» Puis s'il y avait des questions à poser, puis des objections à dire « oui, mais telle solution avec tel contexte, si on prend ça, est-ce que ça peut être acceptable? » Bien, l'expert, il répond déjà à ça.
Ils n'ont pas les notes de l'examen, mais ils savent déjà s'ils se sont plantés ou ils sont allés dans la bonne direction. Donc, le processus de validation et de certification est déjà fait. Il y a combien d'étudiants qui viennent vous voir au début de l'autre session pour dire « Hey, je peux-tu regarder mon examen final avec toi pour voir où c'est que ça a mal été? » Si c'est au mois de janvier, peut-être qu'il y en a une coupe, mais si c'est au mois d'août, c'est garanti qu'ils ne viendront pas. Alors, en le faisant de cette façon-là, ça me permet d'avoir un impact pédagogique complet dans le cadre même de mon examen. On m'a demandé de vous parler de comment je faisais pour accommoder les étudiants qui peuvent avoir des dyslexies, des troubles d'apprentissage, des choses comme ça. Dans la majorité des cas, ces gens-là ont besoin de 50% plus de temps. Alors, c'est sûr que si ils sont au SAA, s'ils ont des questions à me poser par rapport au cas, ils n'ont pas accès à moi, ils sont obligés de venir avec un accompagnateur, c'est du gossage. S'ils font leurs 50% après l'examen, ils vont manquer la partie en équipe. Alors, depuis que j'ai été confronté à ce problème-là, j'ai trouvé une solution que je trouve très habile, très élégante, comme dirait une autre de mes collègues. Je les fais venir plus tôt. Et ils commencent l'examen avant le groupe régulier. Ils font leurs 50% dans une atmosphère où ils sont à peu près 3, 4, 5. C'est tranquille dans la classe. Et ils font leurs 50% de temps supplémentaire avant que le régulier rentre. Puis quand le régulier rentre, ben là, ils font le même temps que les autres. Donc, ils ont eu la tranquillité, puis ils ont eu leurs 50% de temps supplémentaire et ça fait qu'il ne manque pas la partie en équipe ni la plénière. Alors ça, c'est une autre petite astuce intéressante que j'ai développée. Pour ce qui est du choix des équipes, c'est évident que si je les laisse se mettre en équipe avec les gens qui préfèrent, ils vont toujours avoir le même genre de discussion, puis il va toujours avoir le même leader qui va prendre les rênes de l'équipe et qui va amener la discussion vers sa solution à lui. Alors, je m'assure qu'à chaque fois que je fais des pratiques, puis la même chose à l'examen, le choix des équipes est tout à fait aléatoire. Et donc, je pourrais me ramasser avec 4 des bolés de la classe ou 4 des moins bons de la classe. Mais comme ils ont pratiqué ce processus-là, puis qu'ils se sont adaptés à chaque fois à des nouvelles équipes, ils sont habitués d'embarquer tout de suite dans la discussion, puis de prendre leur place et de s'exprimer à l'intérieur du groupe. Le but de cette affaire-là, c'est évidemment de montrer à ceux qui ont peut-être un petit peu de difficulté à mettre en action leur processus cognitif et métacognitif, comment ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés qu'eux le font. Donc, à écouter quelqu'un qui est parmi les meilleurs de la classe discourir sur comment lui il a vu la problématique, puis comment il en est arrivé à la solution, ça aide l'autre à comprendre le processus et ça lui permet aussi d'intervenir parce qu'il peut critiquer ça s'il n'est pas d'accord. Il peut dire qu'il est d'accord, mais qu'il voudrait améliorer telle autre chose. Donc, on travaille sur le cognitif, sur le métacognitif, puis en les mettant en équipe aussi, on travaille sur l'affectif. Et donc, c'est un processus qui est vraiment complet, puis qui met en action tous les principes du socio-constructivisme, si c'est le genre de choses dans lesquelles vous êtes intéressé. Moi, j'ai bu le Kool-Aid plus jeune, donc je ne peux pas m'en débarrasser.